L'année 2022 s'annonce exceptionnelle. La fin de la transition Apple Silicon devrait permettre à la pomme de lancer des Macs tout azimut. L'occasion de découvrir un nouveau MacBook Air. L'iMac va-t-il grandir? Quelles avancées pour la puce M2? Qu'attendre de l'iPhone 14? Va-t-il s'inspirer des téléphones pliables de Samsung? Enfin, 2022 va-t-elle voir l'éclosion d'une nouvelle famille de produits chez Apple? Un casque de réalité virtuelle et augmentée? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire, la première de l'année 2022. Toute l'équipe de On refait le Mac vous souhaite une belle et heureuse année. Pace salut. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et pour cette première émission de l'année, à mes côtés, comme chroniqueur en plateau, Monsieur Stéphane Zibi de Ionis6. Bonjour Stéphane, bonne année. Bonjour, bonne année Olivier, bonne année Laurent, bonne année Didier, bonne année à toute l'équipe, bonne année à tous. À ses côtés, un compatriote, Laurent Pantanach. Bonne année, Pace salut Laurent. Pace salut Olivier, pace salut à tout le monde. Très très bonne année, prospérité, santé obligatoire. Santé, c'est du corps. C'est d'actualité et faites-nous plaisir, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous cette année, abonnez-vous, sinon il va vous chasser sur les commentaires de YouTube. On a besoin de abonner. On a besoin d'abonnés. Enfin, dernier chroniqueur, mais pas des moindres, Didier Policani de Mac Forever en duplex d'une... On ne sait pas trop, il est à côté de la place du chien blanc, c'est ça, Didier? Bonjour Didier, bonne année. Oui, alors les gens ne savent pas, mais tu nous forces à faire des choses bizarres, comme s'arrêter sur des aires d'autoroute alors qu'on est en plein essai de voiture. Ouais. Et là, les gens ne voient pas, mais il fait nuit. Il y a des routiers qui m'entourent, je ne sais pas ce qu'ils me réservent comme sort. Donc il faut qu'on boucle très vite cette émission. Il est très inquiet. Bon, on est là, si tu nous préviens, si là, on vient avoir peur quand même. Hein. Tu nous appelles, hein. On débarque tout de suite, tu es dans la région parisienne, tu remontes sur la Suisse, c'est ça, sur Lausanne? Je redescends là où il y a du soleil. Ouais, tu redescends vers un pays un peu plus civilisé. Allez les amis, pour cette première émission de l'année, nous avons souhaité répondre à cette question que nous réserve Apple en 2022. Et c'est tout simplement la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'ORLM.tv. Quel est le nouveau produit d'Apple que vous attendez le plus en 2022? Et vous étiez une large majorité à souhaiter un MacBook Air redesigné à 35,3%, suivi de lunettes de réalité augmentée à 24,9%. Enfin, un iMac M1 Pro de grande taille, 32%, et 32 pouces à 20,1%. Et enfin, l'iPhone 14 pliable, 19,7%. Regardez sa réaction sur Twitter de Stéphane Becquet. Et si Apple bouclait la boucle, fin de la transition M1, Mac Pro et iMac Pro, on va en parler beaucoup ce soir. Compatibilité totale dans la musique, qualité du son, casque. Vous allez voir qu'en fin d'émission, on va parler du Bluetooth. Apple TV boosté, ça j'y crois un peu moins. Lunettes, c'est le grand thème apparemment de ce début d'année. La voiture, on va parler avec Didier tout à l'heure. Ce n'est pas pour demain d'après lui, ni pour après-demain, pas sûr. Bonne émission, merci à vous Stéphane et bonne année. Allez, on commence par ce qui est pour vous votre objet préféré et que vous attendez le plus cette année, c'est le nouvel MacBook Air. Un nouveau MacBook Air, un nouveau design surtout pour le MacBook Air. C'est le modèle, vous savez, le MacBook Air le plus vendu de l'histoire d'Apple. Hein. C'est votre souhait numéro 1. Regardez à l'instar de Mano sur Twitter. 2022 sera sûrement l'année de la puce Silicon M2 avec pour l'accompagner un redesign du MacBook Air. Il était question de couleurs comme l'iMac M1. Hâte de voir ce qu'il en sera. Bonne année à vous tous et vous aussi, bonne année. Et merci pour votre superbe émission. C'est gentil de la regarder. Longue vie à vous et longue vie effectivement à On refait le Mac. Les amis, donc on est tous d'accord. Un nouveau design plus coloré dans les lignées des iMac M1. C'est ce qui tient la pole position. On va commencer avec Laurent, tu es le plus proche de moi. Ouais. Voilà, l'idée c'est de décliner. Enfin, ils reprennent la recette de l'iMac M1, quoi. Tout à fait. Si on regarde la gamme, hein, l'année 2021, et le but c'est pas de revenir sur 2021, mais finalement c'était une année où on a découvert un Apple qui nous a épaté, qui nous a étonné et épaté positivement. C'est-à-dire que on a l'impression qu'Apple a écouté leurs clients. Selon toute logique, le MacBook Air, qui est quand même le MacBook le plus vendu, hein, c'est une machine grand public. Si tu raisonnes grand public, tu pourrais te dire ils vont faire la même chose que sur l'iMac et le multicolorisé, le modernisé, le multicolorisé. Donc voilà quoi.
Ouais, Stéphane, il y a carrément des Oui. modélisations 3D Ah qu'on oui, a vu il y a circuler John qui Prosser. s'inspirent beaucoup de l'iMac M1. Bah oui, là, on va le voir sûrement à l'écran. Il y a 7 couleurs qui ont été modélisées en 3D et publiées par John Prosser. Ouais. Et elles C'est sont sympa. c'est sympa, ouais, sympa. On a envie d'en Et donc, acheter. vraiment On dirait des bonbons, hein, on a envie de les Ah oui, croquer. c'est sûr. c'est à mi-chemin entre l'iMac M1, entre l'iMac M1, ouais, Didier, et l'iPad Air, on peut dire ça, ou l'iPad mini. Bah oui, en fait, et surtout, en fait, quand tu regardes les photos, il serait à peine plus épais qu'un port USB-C. En fait, je crois que ça n'a pas été assez relevé, ça, mais il serait ultra fin. Donc, il y aurait plus la forme, tu sais, un petit peu très fine d'un côté, très épaisse de l'autre. Il serait vraiment plat comme un iPad. Il serait plus en Et goutte d'eau, c'est ça? non, mais bon, ce design a vécu. Maintenant, il serait temps qu'il passe à autre chose. Il a quand bien même. vécu, hein. Il a Ouais. bien. Ils ont bien remonté la pente après s'être perdu avec le MacBook, souvenez-vous, avec un seul port USB-C et un clavier Ouais. papillon. Ouais, juste pour aller plus loin, ce que dit Didier est hyper intéressant. Même chose Celui pour qui est le. perdu sur l'aire d'autoroute. Non, Ouais. mais Didier est perdu sur l'aire d'autoroute. Ouais. Non, mais le jack, la prise jack, on a l'impression que en fait, elle touche le bord en haut et en bas. C'est pareil, parce que c'est à peu près la même épaisseur. On va le voir. C'est assez. On va développer ça. Regarde, côté connectique, alors, il y a plein, on a croisé plein forcément de sources, de rumeurs, d'analystes, notamment l'un des plus célèbres, c'est Mark Gurman de Bloomberg, bien sûr, qui annonce que le MagSafe, sans surprise, finalement, serait de retour, comme sur le MacBook Pro M1. Tu parlais de la connectique, justement, regardez. Là, si vous avez un MacBook Pro M1, il y a plein de connectiques qui reviennent. Vous voyez le MagSafe qui arriverait également sur le MacBook. Je crois qu'on a une image qui traîne quelque part. C'est ça dont tu parlais, Didier, hein. On retrouverait quoi, un MagSafe et deux ports USB-C et la prise jack. Voilà. Oui, heureusement qu'ils n'enlèvent pas un port USB-C pour te mettre le MagSafe, hein, ce qu'ils ont fait sur le MacBook Pro, qui est bien pénible. Moi, franchement, au quotidien, ça m'énerve ce truc. J'ai un port de moins et c'est vraiment agaçant. Ouais. Donc voilà, un MacBook Air, on a moins besoin de port, évidemment. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de ce MagSafe, tu vois, pour un ordinateur qui aurait une bonne autonomie? Je ne sais pas trop si c'est vraiment très On a utilisé, mais bon. utilisé pendant des années qu'il n'y avait plus le MagSafe, maintenant qu'il revient, on va dire est-ce qu'on en a vraiment Maintenant besoin? Il faut faire qu'il un choix, revient, à un moment tu vois, donné. moi je l'utilise pas tellement, mais bon, voilà. Voilà. Après, c'est quelque chose que les gens ont demandé, donc je pense Ouais, qu'il y a je pense quand même un certain nombre de gens qui en ont besoin. C'est vrai que quelque part, si on fait abstraction, hein, du design, etc., moi, je trouve que de ce qu'on a vu dans les rumeurs, on a effectivement un changement de look, on a du MagSafe, on a le Thunderbolt 4 qui arrive, mais ils n'ont pas repensé pour autant le MacBook Air. Ça reste quand même, tu vois, les mêmes fonctionnalités. On va en parler peut-être après, mais la puce M2, apparemment, elle serait pas beaucoup plus rapide. Donc c'est un peu comme l'iMac. En fait, l'iMac, tout le monde a trouvé ça super et tout, c'est cool, mais ça n'a pas révolutionné l'iMac en tant que tel, quoi. Ça Ouais, reste toujours à peu c'est le près le même changement de produit. design, finalement. Le Oui. changement de Et ça fait philosophie. du bien, on va pas. Bah, après 15 ans presque 20 ans de design unique autour de Tu vois, l'iMac, oui, ça fait du t'as bien. pas un demi-écran d'un côté, t'as pas, je sais pas, ils ont pas vraiment changé le concept d'ordinateur portable. Je pense pas qu'il y aura de touch Non, il bar n'y a non pas de plus. révolution, c'est ça que Voilà. tu veux dire. C'est un nouveau Exactement, design. oui, oui. Et puis, on retrouve un petit peu les signatures des ordinateurs grand public de la fin des années 90 d'Apple, lorsque Steve Jobs a été de retour et qu'il a relancé la machine, où il y avait une vraie différenciation entre les ordinateurs professionnels en termes de design et les ordinateurs grand public, avec des ordinateurs très colorés, souvenez-vous les iMac et les iBook qui ont suivi. Et puis, on semble revenir aux sources aujourd'hui avec les iMac et demain avec les MacBook Air. Tu parlais des autres révolutions attendues, sans révolution, mais qui s'inspirent toujours du MacBook Pro. On parle, les amis en plateau, de ce qui a fait couler beaucoup d'encre pour le MacBook Pro, que tu utilises au quotidien, Laurent, c'est l'encoche, bien sûr, sur l'écran. Ouais. Alors, je l'avais peu utilisé puisque j'avais un écran externe. J'ai été en mobilité pendant les 2 dernières semaines et puis cette semaine. Et en fait, je me rends compte que moi, je ne le vois plus du tout. Donc pour toi, Moi, l'encoche ou pas, truc. L'énorme avantage, c'est que ça te permet quand même, l'écran, on a quand même du bord à bord, Ouais. et on aspire à avoir un écran mini LED, comme le MacBook Pro 14 et le MacBook Pro 16. Voilà. Donc, du coup, Et on espère avoir une petite caméra, comme on voit là sur l'écran 1080p au passage. Ouais. Ce serait pas mal. Il y aura Ouais. certainement une refonte des enceintes également. Donc ce serait l'écran mini LED, donc ouais, comme sur les MacBook Pro, ce serait une belle avancée. En revanche, on ne s'attend pas, Stéphane, à avoir d'autres avancées comme le ProMotion, par exemple, qui est propre, qui va rester propre à la machine professionnelle. Ça paraît compliqué et en plus, il faut garder des tarifs un petit peu raisonnables. Donc je pense que ça pourrait être un petit peu. Déjà qu'il y aurait la nouvelle puce, ce serait déjà Alors, pas mal. La nouvelle puce, donc encore une fois, le
le chantre, la vigie du web, Monsieur Mark Gurman, encore de Bloomberg, annonce l'arrivée d'une puce M2. Tu en parlais à l'instant, Didier. Qu'est-ce qu'on en sait de cette puce? C'est parce qu'elle est M2 qu'elle sera forcément plus rapide qu'une M1 Pro ou une M1 Pro Non. Max. Hein. Non, bon, il a l'air de dire qu'on gagne quand même 2 cœurs haute performance, donc ce serait quand même pas anodin, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'on resterait à 8 cœurs. Il y a toujours 8 cœurs comme sur les M1. Mais tu aurais 2 cœurs de plus de haute performance. Sur les 8, tu en aurais 6 de haute performance. Bon, Au lieu les de rumeurs 4 se auparavant. chevauchent, mais il y en a qui me disent que ça pourrait passer à 10 cœurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'apparemment, il n'y aurait pas une évolution majeure en termes de perf. Tu vois, on pourrait gagner. Mais bon, 2 cœurs de plus haute perf, ça peut quand même faire quelque chose comme 10 à 20% de perf en plus. Hein. Donc, je pense que ce ne serait pas négligeable. Mais en fait, la question, c'est ceux qui ont des Mac M1 aujourd'hui, est-ce qu'ils ont intérêt à attendre les Mac M2? Pas forcément. Tu vois, ce sera peut-être pas la révolution cette année, d'autant que voilà, elle sera toujours gravée à 5 nanomètres. Donc Apple va améliorer évidemment l'efficacité énergétique, ils vont peut-être te mettre un petit peu plus d'IA et tout à l'intérieur. Il y aura peut-être plus de mémoire RAM, peut-être. En tout cas, Gurman n'était pas Il n'y aura pas très les emballé. 8 de base. Il y aura peut-être moins de limitations aussi sur les écrans externes, ce serait pas mal, tu vois, qu'ils puissent faire ça. C'est peut-être un argument. Moi, de j'attends. ça. Voilà, et puis peut-être la bande passante, peut-être tu vois un contrôleur pour chaque Thunderbolt 4, ce serait pas mal d'avoir un petit peu de débit par exemple. Laurent. Ouais, après, ça reste une machine qu'on appelle grand public. Hein. C'est pas, d'ailleurs, il n'y a pas le terme pro dedans. C'est pas la même cible. Donc, c'est une machine qui doit rentrer dans un je dirais, une gamme de prix, d'efficacité énergétique, d'utilisation où on le part le matin avec, on la charge pas. Tu vois, les étudiants, il faut regarder. Hein. Donc, c'est des améliorations générales et peut-être un design revu, quoi. Ouais, donc on serait et une manière aussi, encore une fois, de bien séparer la gamme pro. Tout à fait. De même qu'on la design différemment volontairement, pour bien faire la part des choses entre le Pro et le R, qui serait la gamme un peu plus grand public. Donc, en aucun cas, le M2 viendrait sur le terrain de la puce M1 Pro ou M1 Pro Max, hein, qui, je le rappelle, a quant à elle 10 cœurs, hein, donc ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Elle est beaucoup plus volumineuse. Donc c'est vraiment deux familles presque différentes de puces. Donc encore une fois, pour bien séparer les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire également pour le MacBook Air? Qu'est-ce qui se dit en termes de disponibilité? On sait que le mois de mars est un moment privilégié pour Apple pour le lancement d'un produit. Les analystes ne sont pas tous d'accord avec ça. Hein. Non. Non, il y a 2 dates, c'est à peu près. La première moitié de l'année 2022, en général. Ça, c'est pas un scoop. Voilà, mais bon, c'est peut-être comme ils ont nécessité peut-être de faire des petits tests supplémentaires. Ce serait peut-être plutôt pour la rentrée, avec un nouvel événement après celui de l'iPhone. La difficulté, c'est la puce M2, j'imagine, pour qu'elle soit disponible, même si ça reste du 5 nanomètres, on l'a pas dit. Tout à fait. Oui, si Didier l'a glissé tout à l'heure. Ouais. En sachant qu'on sait que TSMC est en train de plancher sur le 3 nanomètres pour 2023, hein, donc on n'y est pas encore. 3, pas 4 3, 4, mais 3 pour l'instant. Invisible bientôt. Ouais. Un nanomètre. Non, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que on n'est pas certain aussi qu'il y a toujours quand même le problème de pénurie, de puces, de machin. Tu vois, on ne sait pas comment ils sont impactés, hein, parce qu'il n'y a pas que la dimension. Bon, on n'en a plus parlé là, ça fait un mois et demi, on parle plus de la pénurie, du ralentissement. Moi, j'adorais que tout se soit résorbé, à part les super tankers au large de Los Angeles qui crament du fuel à longueur de journée. Mais mais c'est incroyable que l'on vit dans un monde complètement. Didier, on est tous d'accord, hein, on peut clôturer le chapitre du MacBook Air si on croise tous les sites de leak autour du monde Apple. Ils sont unanimes pour dire que 2022 sera l'année du MacBook Air. Oui, moi je l'attends quand même plutôt pour l'été, parce que j'ai l'impression que les pénuries de puces et tout, voilà, ils ont du mal quand même à produire en ce moment. Et je pense que les Mac M1 se vendent très bien. Tu vas sur Amazon, c'est dans le top toujours le MacBook Air M1 des ventes. Ouais. Alors c'est bien, depuis qu'Amazon on voit les top ventes. Tu vois, c'est le Mac Mini, MacBook Air, là vraiment ça se vend comme des petits pains. Et en plus les prix sont vraiment raisonnables maintenant. Ouais. Donc... Alors qu'est-ce que va devenir justement la gamme historique? Est-ce que tu penses qu'elle va disparaître? On parle également, je crois, d'une mise à jour du MacBook Pro 13 pouces Touch Bar qu'on connaît aujourd'hui. La Touch Bar devrait disparaître en toute logique. Hein. Moi, j'ai l'impression que le MacBook Pro 13 pouces, je le vois bien disparaître. Enfin, je trouve qu'il n'a plus vraiment d'intérêt face au 14 pouces. Évidemment, tarifaire un peu, mais je veux dire, il ne se démarque pas assez du MacBook Air finalement. Tu vois. Ouais. Donc, je préférais un MacBook Air un petit peu boosté finalement. Parce qu'en termes de perf, c'est quasiment la même chose, il ne faut pas se leurrer. Donc voilà, on avait rationaliser la gamme, encore une fois. Oui, mais là, ça devient trop compliqué. Les gens, ils savent plus, ils hésitent complètement. D'ailleurs, une des vidéos les plus vues sur notre chaîne, nous, l'an dernier, c'était MacBook Air ou MacBook Pro 13 pouces.
que les gens ils comprennent pas la différence vraiment entre les machines. Il y avait des différences d'écran et tout, mais tu vois, s'ils te mettent du mini LED, s'ils te mettent une puce M2, tout ça va se rationaliser. Ouais. Moi, je crois plutôt à une gamme de MacBook Air peut-être un petit peu plus étendue, par exemple, avec des plus grosses capacités de disque, tu vois. Alors, d'un côté, donc, les partisans d'une rationalisation de la gamme, de l'autre, Stéphane, une mise à jour possible du prochain MacBook Pro. Hein. Peut-être il y aurait une version entrée de gamme qui serait conservée au catalogue avec ou sans touch bar, plutôt sans qu'avec. Et c'est Mark Gurman qui affirme que même qu'Apple pourrait lui-même lui greffer un M2. Ça semble assez étonnant. Bah ouais, mais entrée de gamme, tu sais. Ouais, enfin, c'est étonnant de le valoriser à ce point-là. On verra des réponses rapides. On sait qu'Apple aime bien garder des machines un petit peu anciennes. On le voit avec l'iPhone. Ouais. Pour pouvoir se battre à l'entrée de gamme sur les prix. Et- On peut laisser vieillir peut-être le MacBook Pro M1. Hein. Et aussi, Apple aime bien avoir un produit qui marche bien, un peu solide, qu'il va proposer par exemple à l'éducation. Ou, du coup, tu as le choix entre deux machines. Tu vois, la machine récente, type, par exemple, ça pourrait être le nouveau R, mais aussi l'ancien. L'ancien R est resté très longtemps au catalogue. Exactement. Du coup, ils aiment bien avoir ça. Et il faut. Et je sais pas, toi, tu peux en parler, hein, parce que je crois que tu as travaillé avec Apple. Ils sont capables de faire des offres éducation assez intéressantes, tu vois. Donc, Moi, je verrais plus conserver effectivement l'ancien MacBook Air, dont le prix fondrait au soleil avec L'Intel. le M1, et le nouveau en M2. Il y aura encore de l'Intel au catalogue, vous croyez? Non, je pense. Non, la transition, ils l'ont annoncé, hein, c'est 2 ans. Donc, on y arrive. Donc on y arrive. Donc en gros, il n'y aurait plus d'Intel. Donc en gros. en tout cas, ce qui est certain, je ne sais pas si on en parle, un truc, c'est que pour moi, 2022, c'est la fin d'Intel. Hein. Ouais, non, mais ça, on est à peu près d'accord. Didier, tu es d'accord avec ça? Le Intel, c'est terminé chez Apple d'ici la fin de l'année. Hein. Oui, mais peut-être l'exception quand même pour les Mac Pro, parce qu'il va falloir du temps qui propose aussi des vraies alternatives. Enfin, je pense qu'ils vont laisser au catalogue en fait l'ancien et ils vont te faire un espèce de Mac Pro, Mac Mini, voir si ça prend un peu, et puis peut-être te faire un Mac Pro d'ici 1 an ou 2, parce que la Mac Pro, c'est quand même compliqué. Hein. Il y a une carte PCI, il y a tous les drivers derrière, il y a tout. La barre est haute. Et en plus, il faut trouver un successeur au parmesan, en tout cas. Pour rappeler, oui, bah écoute, là, a priori, ils ont un peu moins de mal à le refroidir, hein, avec les puces. On en parlera tout à l'heure du Mac Pro. Je crois qu'ils appellent ça le M1, le M1 Max, non, le M1, on en parlera tout à l'heure. Alors, on va parler tout à l'heure du Mac Pro, on va parler également de l'iMac 32 pouces, qui est un autre Mac très attendu pour cette année, mais on en parle justement après le busomètre. Le busomètre, vous en avez l'habitude, on reprend les bonnes habitudes en cette début d'année. Ce sont les rumeurs ou infos qui ont le plus buzzé du côté du site Mac Forever. Et c'est donc Didier qui s'en charge, bien sûr. Alors, tu as accès à un accès Wi-Fi, tu peux regarder sur le site depuis ton aire d'autoroute? Oui, là, j'ai une super connexion ici, tu vois. Je vois l'image nette. Et la première info du jour, c'est qu'Apple a passé les 3000 milliards de capitalisation boursière. Je ne sais pas si tu imagines. Tous ceux qui ont des options à Apple aujourd'hui peuvent s'acheter pas mal de choses. Elle a doublé de valeur en 2 ans, c'est ça, en l'espace de. Oui, je crois qu'on est à peu près à ce niveau-là. Donc si on suit la croissance, elle atteint les 4000 milliards en octobre cette année. Oui, c'est ce qu'on avait. Si on suit la courbe, bon, il n'y a aucune certitude, hein, encore une fois. C'est ce qu'on s'était dit sur le WhatsApp. Ouais, exactement. C'est ouf. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est un truc de dingue parce que ils ont mis 42 ans pour avoir les premiers 1000 milliards, t'imagines comment on dit. Nous, on s'extasie, on arrive à avoir bientôt notre 23e licorne à 1 milliard. Ouais. Imaginez le truc. 42 ans pour faire 1000 milliards. 2 ans pour faire 1000 milliards de plus. Donc 2 ans après. 2 ans après, 16 mois de plus pour faire 1000 milliards. Donc en gros, on est sur quelque chose, une accélération. Donc il leur faudrait 6 mois de moins en gros encore. Donc, ça veut dire dans 10 mois. Milliards. Et donc en gros, comme vient de le dire Laurent justement, d'ici la fin de l'année, ça va faire les 4000. Mais en gros, ça va les rendre aussi plus fragiles. C'est-à-dire que si par exemple... je sais pas, il y a le marché des composants déconne encore plus, ils sont encore plus dépendants. C'est-à-dire qu'il suffit juste qu'il y ait un petit déraillement d'un marché que tout descend, on monte vite. Non, mais c'est impressionnant. C'est moins une valeur refuge, je dirais, Apple aujourd'hui. Oh, si, quand même. J'ai vu une vidéo que j'avais oubliée, qui circulait il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Alors je sais pas où elle est cette vidéo parce que je l'ai vue sur le téléphone en mobilité, donc il faut que j'aille la chercher, mais c'est une question, il y a Tim Cook très jeune, il y a Steve Jobs et Schiller à côté, et il pose la question en lui disant, est-ce que ce que vous voulez c'est battre le marché du PC? Il répond pas à la question.
Il répond pas à la question sur le PC. Et c'est toi qui l'as liké, c'est comme ça que ça m'est remonté. Il répond pas à la question sur le PC, et il dit ce qu'on veut, c'est sortir les meilleurs produits qui rendent nos utilisateurs hyper contents. Steve dit on veut pas faire de la merde. Ouais, c'est ça, grosso modo. Ouais. Aujourd'hui, ça me rappelle un président, mais en gros, il dit ça. Si tu fais le bilan, aujourd'hui, il y a 1,65 milliard de devices actifs dans les mains de la population mondiale, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quasiment, allez, on va dire, une personne sur 4 sur Terre qui utilise un device Apple, quoi. C'est exceptionnel, quoi. Oui, mais qui correspond au code d'Apple, ils n'ont pas au code. À l'époque, il faut se remettre dans le contexte, hein, même si on s'éloigne du busomètre, pardon Didier. Je crois que c'est la période où... Oui, mais par contre, c'est la trajectoire. Tu vois ce que je veux dire? C'était avant la sortie de l'iPad, et en gros, tout le monde voulait qu'Apple lance un netbook à l'époque, c'est un ordinateur à moins de $500. Et oui, on veut le sortir, mais c'est pas dans la philosophie d'Apple parce que nous on fait pas de la merde. Ouais. J'en ai fait l'expérience un petit peu à Noël parce que suite à l'émission sur la maison connectée, j'ai installé pas mal de devices pour préparer l'émission justement sur la maison connectée. Allez la voir parce qu'elle marche super bien et encore merci pour votre fidélité. Une émission qu'on a tournée juste avant les fêtes. Et donc, j'ai testé pas mal de solutions type Amazon, Alexa, avec des écrans, des choses comme ça. C'est plein de promesses, mais en termes d'architecture matérielle, ça ne suit pas en termes de puissance. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi Apple n'y va pas, mais on va peut-être en parler tout à l'heure, on parlera de l'activité son, dans le chapitre son. Mais ils n'y vont pas parce que s'ils y vont, ils ne pourront pas sortir un device à 200 € comme un Amazon Alexa, parce qu'en termes de qualité de puissance, de ratio de puissance par rapport aux exigences d'Apple, ils ne peuvent pas s'aligner sur ces prix-là. Ce n'est pas possible. L'équivalent d'un Alexa avec un écran chez Apple, ce serait 600 €. Et on n'est pas dans les canons du marché aujourd'hui. Donc ça, encore une fois, c'est intéressant de voir que la vision de Steve a su perdurer, même s'ils ont quand même fait de la merde entre-temps, Didier. Il faut bien le reconnaître sur certains Mac, et j'en ai un en face de moi. Et je ne vous dis pas le clavier comme je souffre. Deuxième info, rumeur. On va reparler d'Intel. Écoute, qui a présenté ses nouvelles familles de processeurs, notamment mobiles, en disant que c'était les plus rapides face au M1 Max. Ils ont fait des petits tableaux comparatifs avec le M1 Max dedans, donc c'est de bonne guerre. Apple avait fait la même chose. Bien sûr. Et puis, ils adoptent aussi des architectures avec des cœurs économes, des cœurs rapides. Donc, ça monte jusqu'à 5 GHz, tu as 8 cœurs de performance de cœurs économes. Ils disent que c'est 40% plus performant que la génération précédente. Évidemment, tout ça n'est pas encore sorti, donc il faudra attendre les tests. Et puis, ça consomme sûrement encore pas mal. Je ne pense pas qu'ils ont vraiment percer le secret d'ARM, tu vois. Mais ça promet quand même d'avoir un peu de compétition. C'est bien, parce que là, Apple a pris quand même une belle avance. Bien sûr. Elle revient dans la course. On peut se dire aussi quelque part que le monde PC est peut-être pas prêt aussi à passer à ARM, tu vois, je sais pas. On va voir un peu comment tout ça se joue ces prochaines années, ça va être très intéressant. Ouais, la balle est aussi dans le camp de Windows et de Microsoft en particulier dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que Intel est de retour. Intel is back, tu l'as dit. Et au-delà, montrer qu'ils sont capables de produire des puces ultra puissantes. Mais la qualité principale des puces d'Apple, c'est qu'elles sont les plus puissantes du marché. C'est leur ratio performance, consommation énergétique. Et là, je pense que la puce Intel, elle est pas au niveau malheureusement de ce côté-là. Troisième info ou rumeur. Écoute, c'est une rumeur qui revient régulièrement, c'est les lunettes d'Apple. Alors, là, quand même, ça se multiplie un peu ces dernières semaines. Hein. Ouais, moi, je sais pas, quand même, beaucoup se demandent si ce produit est vraiment mature déjà, si vraiment ils ont quelque chose autre chose que des prototypes dans les tuyaux, parce que c'est déjà le concept de casque VR, ça paraît complètement fou. Chez Apple. Le marché de la VR, là, mais même le marché de la VR dans les jeux, c'est 2%. Il y a Steam qui a publié ses chiffres il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Après, il y a la VR Pro, voilà, moi je suis quand même assez perplexe là-dessus. Les lunettes seraient beaucoup plus grand public, mais là encore, est-ce que c'est déjà prêt, tu vois, est-ce qu'on y arrive vraiment à faire? Il y avait un super reportage sur TF1 il n'y a pas longtemps où il montrait ce que pouvait être la vie avec des lunettes à réalité augmentée, mais ça impose quand même une autonomie très élevée. Il y a beaucoup de paramètres. Est-ce que la technologie est prête? Tu vois, je ne suis pas encore certain. Ouais, bon. On en parlera tout à l'heure parce qu'on a un chapitre, parce que c'est vrai que depuis depuis 3 semaines, il n'y a pas un jour sans une rumeur autour d'un casque ou de lunettes d'Apple. Donc, on va essayer de faire le bilan ensemble parce qu'il y a beaucoup à dire. On sait qu'Apple y travaille, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant sur le long terme. On sait qu'il y a un vrai mur, une vraie barrière technologique pour concevoir des lunettes comme celle-ci et qui seraient en réalité augmentées avec de l'autonomie, de la puissance. Encore une fois, les usages. On en parlera tout à l'heure. Quatrième info ou rumeur.
Alors ça, c'est très rigolo, mais ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. C'est en fait Apple s'est pris un peu dans les pieds de ces usages des AirTags, parce que tout le monde les utilise comme anti-vol, alors qu'ils veulent pas. Check ta voiture. Nous, moi, j'en mets partout. Et le problème, c'est que, en fait, maintenant, il y a des voleurs qui mettent ça sous les bagnoles ou même qui vont carrément les planquer dans des endroits que tu peux pas trouver. Tu peux même pas les entendre sonner forcément. Et du coup, pour en fait, trouver le bon moment en fait où la voiture est arrêtée, où ils peuvent la piquer ou l'ouvrir. Et du coup, c'est problématique parce qu'effectivement, ça coûte pas cher. C'est beaucoup plus efficace finalement que pas mal de trackers. Et puis, si tu les perds, c'est pas très grave. Donc, on a maintenant, ils ont sorti des systèmes pour traquer les trucs depuis Android aussi. Donc, tu as des applications et tout, mais c'est pas si facile, même si tu sais que tu es traqué, de trouver le truc. Ouais, tu vois, si tu es tout seul dans un voyage et tout, tu peux être vraiment traqué par des mecs et tu peux te retrouver sur une aire d'autoroute là, à faire ORLM. Regarde. Et à faire. Scoop en direct. Non, après, je pense qu'il y a un marché du coup pour un détecteur en permanence. Un détecteur d'AirTag. Un détecteur d'AirTag. Mais là, il y a des endroits où si tu nous des regardes, trucs et tout. Tu pouvais même pas forcément le faire si tu savais où t'étais. Mais en permanence, tu vois, un truc que tu as dans la voiture. C'est AirPods Pro, tu vois ce que je veux dire. C'est un gimmick entre nous. Mais, ah oui, c'est vrai. C'est plus qu'il a utilisé mon AirPods Vous êtes Pro. en garde partagée. J'ai une alerte comme quoi un AirPod me suit, mais en fait c'est le mien. Mais il est associé au compte de Laurent, on n'arrive pas à le dissocier, c'est une horreur. Je vais pas aller à l'Apple Store, ils vont le changer. Dernière info rumeur et on va conclure le busomètre, Didier. Oui, alors ça, c'est Apple qui pourrait se mettre aux audiobooks, faire vraiment un service complet autour des audiobooks qui me paraît pas totalement idiot. Très bien. Voilà, moi je pense qu'il y a pas mal d'attentes là-dessus, ils pourraient le faire. Ce serait dans la logique en fait de tous leurs services et en plus ils ont le public pour ça parce que je pense qu'il y a. Ah oui, il y a tout. Surtout s'ils font dans les audiobooks, les enfants, vous savez ce qu'ils font? Ils accélèrent la lecture et ils écoutent plus vite. Pour faire le résumé de texte. Exactement. Ouais. Non, mais ils sont incroyables. Forts, ces gamins. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Allez, merci beaucoup. Après, attention, Apple a jamais été bon ni dans la vente de livres, tu vois, j'ai type magazine notamment. Donc moi, je veux voir. D'un autre côté, ils sont dans la musique. Non, mais s'il y a cette truc ils sont dans la vidéo, ils sont dans les jeux, ils sont dans le sport. Ce serait s'ils veulent concurrencer. Ils vont mettre Amazon, ils vont faire Jennifer Aniston qui va lire un bouquin. Ça va être charmant. Voilà. Charmant. Merci Didier. On enchaîne avec, regardez une réaction sur Twitter de Fred Bordeaux. Bonne année à toute l'équipe. Bonne année Fred. Attends, un iMac. Salut Fred. En Emma Max Duo, c'est ça le terme que j'ai chassé tout à l'heure. 27 pouces, mini LED, 120 Hz, 20 cœurs CPU. Il nous donne toutes les specs techniques. 128 cœurs GPU, ça fait rêver. 4 Media Engine, 4 Neural Engine et jusqu'à 128 Go de RAM. Bref, un monstre silencieux et sur les 300 watts. Allez, on va déballer le cadeau sous le sapin ou presque et on va s'intéresser justement à ce futur iMac. Le futur iMac, les rumeurs se multiplient, se contredisent parfois d'ailleurs, c'est souvent le cas pour le futur remplaçant de l'actuel iMac 27 pouces équipé d'une puce Intel. C'est le maillon manquant pour terminer la conversion de l'iMac. On a un 24 pouces, il nous manque le grande taille. La question c'est est-ce qu'il sera équipé d'une dalle 32 pouces, à l'instar de l'écran 6K Apple Pro Display XDR que tu connais bien Didier parce que tu as la chance d'utiliser un. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'agrandissement de l'écran paraît logique aujourd'hui, Laurent. Ouais, aujourd'hui, il est microscopique l'iMac. Si on regarde le 27 par rapport au 24. Microscopique. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est. Il a réduit avec le temps, ça se réduit. Non, mais il est anachronique. Allez. Ah. Okay. La taille est anachronique. On a des tailles d'écran qui grandissent. Alors, on va pas parler. Ils grandissent tous. Ouais. Non, mais bon. Et lui serait le seul à ne pas grandir. Et du coup, c'est. Moi, je pense que tu vois, je suis même étonné qu'il n'est pas sorti en 27 le iMac M1. D'entrée de gamme. Ah, oui. D'entrée de gamme. Pour faire un 27 et un 32. Comme avant, ils avaient quoi, le 21,5 et 27 Il y a 21,5 et 27. C'est passé 21,5 à 24. Donc là, passer de 24 à 27, ça semble assez étonnant. Effectivement. Ouais, tu vois, c'est. C'est une sorte enfin, en tout cas, qu'est-ce que tu en penses, Didier, de ton côté? Qu'est-ce que tu as vu dans ta boule de cristal? On sait qu'Apple veut aussi repositionner l'iMac sur le secteur des pros, donc il faut grandir la taille. Et grandir la taille, c'est le rapprocher de ton écran, le 6K XDR de chez Apple. Oui, moi je pense que je ne sais pas s'ils vont faire quand même du 6K. Je pense qu'ils vont être un peu moins ambitieux pour quand même contenir les prix. Tu vois, moi je verrais plutôt du 5K, quelque chose comme ça.
Et puis peut-être pas forcément 32 pouces, mais déjà 30 pouces, ce serait franchement pas mal. Et c'est vrai qu'ils ont toujours fait, plus tu as un grand écran, plus tu as de la puissance. Enfin, ça a toujours été le cas un petit peu comme ça. Ils ont cette plus M1 Pro, M1 Max qui marche bien et qui irait bien pour ce genre de machine. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. En plus, ça permettrait de mettre plus de RAM, de connecter plus d'écrans externes, de périphériques, de mettre plus de ports aussi. Donc oui, en fait, ce serait un espèce de mix entre, tu vois, l'iMac 5K haut de gamme aujourd'hui et puis un peu l'iMac Pro qu'on avait avant. Et effectivement, il pourrait aussi se lâcher un peu, peut-être même sur la puce, peut-être en rajoutant un peu plus de cœur et tout, parce que sur une machine fixe, finalement, tu peux booster un peu les perfs, tu peux mettre plus de ventilation, donc tu pourrais multiplier les cœurs aussi. Et je ne sais pas s'ils vont refaire une famille encore de puces derrière, mais ils pourraient rajouter un peu des cœurs GPU, ça pourrait être pas mal, tu vois. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je faisais un article dessus, c'est que depuis qu'il n'y a plus les GPU externes pour les MacBook Pro, bah, finalement, en fait, aujourd'hui, non, mais tu peux plus rajouter ces cartes externes. Donc, toute la puissance que tu vas mettre à l'achat, bah, c'est à vie maintenant. Enfin, à moins que tu en sortes des iGPU, mais voilà. Non, mais on est beaucoup plus figé qu'avant. Du fait de tous les pros, en tout cas, ils ont moins cette possibilité de faire évoluer les GPU. Donc, ils ont intérêt à mettre des gros trucs maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas te sortir une carte graphique externe Apple quelques années, mais je vois pas ça. Pas le chemin, il faut bien avouer. M'étonnerait. Laurent. Ouais, après, encore une fois, moi je te dis, mon ressenti à moi, c'était l'agrandissement des tailles, mais il y a une sorte de consensus, que ce soit, tu vois, Digitime, Ross Young, eux ils te disent non, il sera 27. Alors ils sont d'accord sur la taille, ils sont pas tout à fait d'accord sur la technologie. Alors il y en a qui te disent oui, ça sera une dalle LED classique pour Digitimes. De l'autre côté, c'est oui, ça sera du mini LED comme le MacBook Pro M1 Pro, le MacBook Pro M1 Pro Max et Pro. Pro et Max, pour Young. Il y en a qui promotion, d'autres disent pas promotion. Donc bon, encore une fois, on est sur de la rumeur, mais tu sens que tu sais, c'est toujours la même chose. Au fur et à mesure, ils glanent des infos, soit chez les constructeurs, soit chez les. Et puis ça se resserre. Donc je pense que le 27, il est acquis, quoi. Tu vois, Et il semble que les rumeurs soient pas d'accord également. Les leakers également sur le design. Vas-y, Laurent, tu étais bien parti. Mais non, pareil, la couleur, c'est est-ce que finalement on décline comme l'iMac M1 ou est-ce qu'on se retrouve sur quelque chose d'un peu plus sobre? Donc tu vois, est-ce que finalement c'est des machines qui plus pro, donc avec une déclination plus sobre, type tu vois, la LU originelle, et voir le gris sidéral d'un côté, le MacBook Air de l'autre, là tu aurais les iMac Pro et les iMac M1. Ça serait logique. Ouais. Alors, on parlait sous le capot, Didier, là, si ce scénario se présente, si la grande taille d'iMac arrive, là ce serait logique qu'on n'aurait pas de M1 ou de M2 dans ces machines, mais plutôt du M1 Pro, voire du M1 Pro Max, voire même des duos Kesako, les duos, Didier. Oui, alors bon. En fait, la question, c'est est-ce que Apple va faire vraiment une famille complète, va pouvoir décliner à l'infini toutes ces puces? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de puces. Quand tu fais le calcul de toutes les combinaisons de cœur, etc., de mémoire, etc., tu as quand même un sacré panel. Donc, il pourrait très bien doubler encore te faire une double puce. On a doublé le nombre de GPU, voilà, une sorte de BGP. Ouais, exactement. Puis d'autant que le système le gère très bien. Et ça leur coûterait peut-être pas forcément très cher. Je sais pas à quel point c'était difficile de faire le M1 Max à partir du M1 Pro, par exemple. Mais en tout cas, c'est clair qu'un iMac, il pourrait engranger beaucoup plus de puissance. Donc 10 cœurs, c'est presque pas beaucoup, tu vois, pour une machine comme ça. Donc on pourrait imaginer beaucoup plus. Et puis ça pourrait être une espèce de signal pour l'arrivée de la version Mac Pro, tu vois, un peu plus au format tour ou petite tour. Donc en fait, c'est une puce qu'ils pourraient réutiliser aussi pour d'autres choses. Donc moi, je suis assez partant pour ça. Et peut-être qu'ils pourraient le faire dans un deuxième temps. Tu vois, moi, à mon avis, je verrais bien déjà des iMac sortir assez vite en M1 Pro. Et puis peut-être des iMac un peu boostés encore aux côtés d'un Mac Pro, comme il y avait l'iMac Pro et le Mac Pro. Mais par contre, ça fait quand même beaucoup de produits à la fin. Ça va faire un peu le ménage. Mais Laurent, quelque part, il faut aussi quand même une machine de bureau qui soit aussi rapide que le plus rapide des ordinateurs portables. À minima, ouais. Donc, sinon, ça n'a pas de sens. Ce que je voulais ajouter, c'est Fred Crassa, notre auditeur. Chercheur aussi un peu, et lui leaker aussi, leaker en quelque sorte, ouais. Tu sais qu'il s'est rendu compte que sur la puce M1 Pro Max, non Pro et Max, il y avait un Neural Engine en plus. Il y avait deux Media Engine. Il y en a deux, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Et plus il creuse, plus il a la certitude, et il n'y en a qu'un qui est utilisé. Ouais. Donc ça veut dire que sur cette puce, ils ont quand même, en plus de la place, tu vois, ils pourraient réallouer de la puissance. Parce qu'on sait que une marge de progression lors d'une mise à jour éventuelle. Exactement. Donc ça va dans le sens de ce qu'on disait. On pourrait très bien se retrouver avec plus de GPU.
Qui viennent nous voir, Fred, pour qu'on nous consacre une émission à l'occasion autour de ce processeur, mais on en parlera dans l'occasion tout au long de l'hiver, qui s'annonce long. Une question, ou plutôt une réaction sur Twitter de Mano Human 00 sur Twitter. Je parie sur le nom de macOS Mammouth en automne 2002. Ça, on sait qu'il y aura un nouveau macOS à la rentrée. Plus sérieusement, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes pour un véritable écran Apple, pour accompagner un Mac Mini ou encore un second écran pour les MacBook Air, les MacBook Pro. Qu'en sera-t-il? Qui y croyez-vous? Allez, peut-être Stéphane, Didier qui en utilise un. C'est une rumeur récurrente, Stéphane. Je pense que Didier pourrait mieux répondre que moi, mais bon. Mais oui, Didier, vas-y. Mais en fait, les gens, ils veulent un écran Apple, parce que les LG et tout, c'est moche. Sur un bureau, quand t'as une belle tour, un beau MacBook Pro, tu voudrais un écran Apple. Enfin, nous, on a acheté le XDR aussi un peu pour ça, tu vois. Ouais, 6 000 €, c'est ça quand même. Ouais, mais justement. Oui. Mais là, peut-être Apple, 6 000. peut-être Apple serait peut-être en train de préparer peut-être un écran 2 fois moins cher. Alors, ce qui se dit, c'est qu'ils vont faire un XDR moins cher. Donc, moins cher, l'autre, il coûte quand même 6 000 balles. Donc, ça ferait 3 000 balles l'écran. Ouais. On est quand même sur des tarifs qui sont pas pour tout le monde. Mais pour un pro, ça pourrait être envisageable s'il y a une bonne colorimétrie, etc. Enfin, tu vois, même en 5K, même un petit peu plus petit, je pense qu'il y a pas mal de public pour ça. Et en fait, ce qui se murmurait, c'est que Apple continuerait à travailler avec LG, comme ils ont fait avec les ultra fine, là, tu sais, pour en fait faire une gamme qui soit un peu plus dans l'air du temps, avec du Thunderbolt 4, peut-être des designs un petit peu plus cohérents aussi. Mais bon, moi, c'est un peu décevant parce que ces ultra fine, moi j'en ai deux. Ils n'étaient pas très fiables et puis ils ont beaucoup de rémanence. Enfin, ouais, puis ils sont pas très beaux non plus, quoi. C'est du plastique, c'est pas fabuleux, quoi. C'est même pas très beau par rapport à ce que fait LG d'habitude. Donc moi j'étais assez déçu de ces produits et ouais, c'est un peu décevant. C'est dommage parce que tout le monde est nostalgique là du cinéma display qui était super, qui était bien tarifé, mais je pense que c'était peut-être pas très intéressant financièrement pour Apple de développer ça, tu vois. Comme les écrans de télé. Un produit presque sous marque blanche. On en sait un petit peu plus sur ces écrans? Il y aurait peut-être 3 tailles qui seraient sorties. C'est Gurman qui dit ça aussi. Il évoque 3 tailles. Oui, très prolifique en ce début. Il a trouvé 24, 27 et 32, le 32 pouces là qu'on aurait. Et là, évidemment, si tu les réduis la taille, tu réduis le prix, évidemment. Je pense, oui, mais surtout peut-être. Rien, 24, hein. Bien sûr, non, mais là, quelques centaines d'euros. Le truc, j'ose à peine imaginer le prix du 32, quoi. Ouais, on va voir ça. Autre réaction, regardez sur Twitter d'Alexandre /Génération. Bonne année l'équipe. Est-ce que vous pensez que le Mac Mini aura une configuration plus musclée car il reste un Mac Mini Intel? C'est vrai que la transition n'est pas terminée. Là aussi, il y a de la place dans le Mac Mini pour le faire monter en puissance, Didier. Il faut une machine de bureau puissante. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Enfin, aussi puissante que les MacBook Pro 14 et 16. Il pourrait mettre un M1 Max un peu débridé dedans, ça aurait du sens. Et puis, voilà, la puce Duo, ou j'en sais rien, celle qui sortira peut-être un peu plus tard, elle sera dans un espèce de mini Mac Pro. Moi, je verrais bien quelque chose comme ça. Donc, peut-être, moi, je pense que ça aurait plus de sens presque qu'il le fasse sur une petite tour que sur forcément un énorme iMac. Parce que, voilà, là, aujourd'hui, tu as des gens qui ont des iMac Pro, l'écran marche, tout marche. Puis la carte graphique est un peu juste, la puce maintenant elle a vieilli, ça fait 2 ans, presque 3 ans maintenant. Et la machine fonctionne encore. C'est un peu dommage ces machines tout en un où quand même il y en a la moitié qui fonctionne encore, tu sais pas quoi en faire, quoi. Donc moi je pense que ce serait plus logique de faire ça. Mais tu vois, avec un petit écran à côté à 3000 balles, c'est parfait. On reste avec toi, Didier. Tu nous parlais tout à l'heure du Mac Pro, et même à l'instant peut-être d'une version allégée du Mac Pro. On sait que Timco, quand même, on sait que la transition allait prendre 2 ans. On en a parlé en amont de cette émission. Donc la logique voudrait que cette année, on assiste également à l'arrivée de cette nouvelle génération de machines qu'on voit là. Là, on voit la version râpe à fromage. Qu'est-ce qui se dit concrètement malgré la difficulté de production que rencontrent aujourd'hui les principaux fondeurs? Ouais, je pense que je croyais bien, c'est Mark Gurman, je crois, qui avait sorti ça l'an dernier, qui préparait un mini Mac Pro, c'est-à-dire une tour plus compacte, mais quand même grosse, donc qui pourrait être, tu sais, comme les tours PC, il y en a des un petit peu compactes, et que tu pourrais booster là avec 40 cœurs CPU, 128 cœurs graphiques, en fait, qui serait plus puissant finalement que les Mac Pro actuels, enfin, ça dépend un peu comment tu les gaves en GPU et tout, mais voilà, qui aurait un peu des performances incroyables sur un petit format, quitte à voir un peu ce que ça donne, est-ce que ça pourrait suffire, et à sortir peut-être d'ici 1 an ou 2 une version papa pour tous ceux qui ont acheté les gros Mac Pro et qui ne vont pas les changer demain non plus. Parce qu'il faut aussi voir que tous les softs professionnels ne sont pas encore passés à ARM. Donc non, c'est quand même voilà. Ouais, chez les pros, même nous sous Final Cut, là, tous les plugins ne sont pas encore portés. Dans l'audio, c'est pareil. Enfin, voilà, on est encore en transition sur la partie software, donc ça.
ça sert à rien de sortir des machines si personne ne peut les utiliser. Donc je pense qu'ils vont y aller petit à petit, mais d'avoir une espèce de machine test comme ça, avec beaucoup de cœur et tout, beaucoup de puissance, je pense que ça pourrait exciter pas mal de monde. Parce que même, tu vois, les grosses stations de travail sur PC, bien gavées et tout, ça coûte quand même cher ces bécanes. Donc on a quand même un marché pour ça. Et est-ce que le soft va. Il n'y a pas longtemps, on parlait de Graphisoft et tout, là, tous les AutoCAD, Archicad, etc. Ils mettent beaucoup de temps. Hein. Il y en a, ils ne sont même pas passés au dernier système. Donc, il va falloir du temps avant qu'ils portent tout ça. Mais s'il y a est-ce qu'après, c'est pas une façon aussi de faire de l'aspiration, tu vois ? C'est-à-dire, tu montres que le marché, tu vois, qu'il n'y a plus qu'à les machines. Imagine, ils te sortent, et c'est quelque chose qui est possiblement prévu, hein, tu vois, un Main Pro ou un Main Max, tu vois, blindé avec, tu vois... il y a de la place, hein, pour moi. Oui, voire même une machine un plus petit, tu vois, avec un processeur qui a 40 cœurs normaux et 128 cœurs graphiques. Tu vois, ça a de la gueule. Et du coup, si tu te dis, waouh, j'ai une machine. En tout cas, aujourd'hui, l'usage principal de ces machines, on l'avait avec ton MacBook Pro, puisqu'il y a un 14, ou ton MacBook Pro, puisqu'il y a un 16 de ton côté, Didier. C'est essentiellement pour en tirer parti de cette puissance. Aujourd'hui, il faut être dans la photo ou la vidéo. Voilà, le reste, les autres usages, la 3D, il faut être sur PC aujourd'hui. Moi, je fais des tests. Ça m'est jamais arrivé. Hein. C'est la première fois que j'ai une machine qui dépasse pas les 20-30% d'usage, ça m'est jamais arrivé. Et pareil, j'arrive pas à saturer la RAM. En tout cas, ça te permettra de la garder, de la faire durer longtemps. Allez, après les Mac, on va cette fois-ci parler des prochaines générations d'iPhone. Alors, les générations d'iPhone, ça fait des mois qu'on vous parle dans cette émission des téléphones pliables de Samsung et en tête Stéphane Zibi. En tout cas, Stéphane, Samsung se sont rencontrés vraiment un franc succès avec ces téléphones et que le constructeur coréen va continuer sur sa lancée, on peut le penser. Il semble, oui, Olivier, que la Samsung l'a plutôt stabilisé la technologie et que maintenant on va arriver à quelque chose de plus fluide, qu'on va avoir chaque année des nouveaux modèles. Plus mature aujourd'hui. Hein, là, c'est bon, le Flip et le Fold, on les a utilisés pendant des mois ici. C'est devenu un objet du quotidien, on les trouve vraiment top, et en plus il n'y a pas cette fameuse ligne blanche qu'on avait avant, la fine couche de verre qui est dessus est vraiment nickel, on peut travailler, c'est vraiment top. Maintenant, selon une fuite de la roadmap de téléphone publiée par un média coréen, Samsung compte vendre 13 millions de portables pliables en 2022. Ouais, donc, c'est encore loin, bien sûr, des ventes d'iPhone et des autres téléphones qu'on connaît habituellement, mais ça va plus devenir une niche, ça c'est certain. Donc les prix vont baisser, donc je pense même que les 13 millions vont peut-être être en dessous des... Donc la tentation, c'est de se dire qu'est-ce qu'Apple ne peut pas rester attentiste Alors, le problème, c'est qu'on connaît nos iPhones, et c'est pour ça que là, on connaît nos iPhones sous certaines formes. Ouais. Vous vous rappelez, là, en 2007, quand le premier iPhone est sorti, tout le monde a trouvé c'est quoi cette brique et tout, et on n'avait pas l'habitude de voir ces smartphones, parce qu'il y avait toujours un petit clavier qui sortait, on avait les BlackBerry, comment on pouvait aller sur du tactile alors que tout le monde voulait du physique. Finalement, tout le monde a suivi Apple. Apple est allé à contre-courant. Exactement. Et donc là, il faut comment on va faire les choses. Moi, je sais pas. On voit certains constructeurs on voit les bords s'écarter. D'ailleurs, au CES, dont on va parler dans une prochaine émission, il y a Asus qui a sorti un ordinateur génial pour ceux qui travaillent. Ils peuvent travailler comme ça sur un ordinateur portable. L'écran se détache et il s'agrandit, et on a quelque chose en grand pour faire une présentation devant des gens. Donc voilà, donc le pliable va se démocratiser. Samsung a pris le parti de plier et de déplier. D'autres ont dit on va l'agrandir. Peut-être Apple trouvera autre chose. Peut-être c'est cette autre chose qui rendra Apple encore plus innovant, et on verra bien comment les choses. Mais aujourd'hui, ça c'est certain. Laurent, je suis pas certain que ça sera cette année. Voilà. Tu crois pas également qu'Apple va suivre ? Non, je pense pas. Apple va rester sur sa brique. Et puis au-delà peut-être, Didier, la difficulté d'Apple, c'est qu'elle ne produit pas ses propres dalles. Donc elle est obligée d'aller les trouver, et le seul qui les produit en nom, c'est Samsung. Hein. Ouais, mais c'est marrant, le smartphone, c'est devenu tellement mature que là, on l'a vu ces dernières années, c'est un peu pénible. Hein. Enfin, il y a pas de... Voilà, il y a la photo qui évolue. Mais le reste, c'est quand même, ça fait des années que maintenant, ça excite plus tant que ça. Incrémental. Les gens, on a moins. Ouais. En fait, tu vois, au CES, c'est plus les smartphones qui font le buzz maintenant, c'est fini. C'est les bagnoles, c'est tout un tas d'autres produits. Ah oui, donc en fait, moi j'ai l'impression qu'on est arrivé un peu. Justement, c'est pour ça qu'on parle de lunettes. C'est que j'ai l'impression qu'on maintenant, ça va un peu se tasser tout ça, et que
on va avoir besoin de nouveaux produits pour s'exciter un petit peu. Mais les lunettes, c'est vachement engageant. Enfin, comme produit, c'est très intéressant. Ça pourrait remplacer complètement le smartphone. Ouais. On va en parler. Alors, rien de révolutionnaire cette année pour du côté d'Apple, les amis, apparemment. C'est ce que confirmerait, ou ce confirme plutôt Mark Gurman, inévitable, très prolifique en ce début d'année. Les iPhone 14 Pro et Pro Max n'auraient rien de révolutionnaire dans leur approche. Ils abandonneraient, quand même surprise, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, l'encoche. Moi, personnellement, j'ai du mal à y croire. Apple parviendrait à supprimer cette encoche qui arrive sur les MacBook Pro, qui arrive un peu partout sur les iPhones, alors que c'est devenu une signature de design de marque. Et puis, est-ce que vous pensez vraiment qu'Apple va pouvoir concentrer autant de technologie dans un seul petit œilleton, alors qu'aujourd'hui, on a vu, ils ont fallu presque 3 ans pour le réduire de 5 mm. Moi, j'ai du mal à y croire. Mais ce qu'on a envie, Olivier, c'est d'arrêter de faire son code, là. C'est pénible. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils font rien pour les masques. Là, c'est casse-pied. Le truc de l'Apple Watch, ça marche, mais vraiment à moitié, je trouve. C'est vrai. Moi, c'est pas terrible. Et puis là, j'ai pas l'impression qu'on va les enlever demain, malheureusement, mais je sais pas, j'ai l'impression de taper des codes tout le temps, du coup, parce qu'en fait, tu télécharges un truc sur l'App Store, machin, enfin, aujourd'hui, on est vraiment cantonné à tout ça. Ils ont pas trouvé ça, alors que Touch ID sous l'écran, même un truc un peu moins bien que l'ancien Touch ID, ça irait, tu vois, ce serait moins pénible que de taper ces codes, quoi. Ouais, alors Touch ID sur l'écran, il y a quelques rumeurs peut-être qui nous mettent sur la voie, mais pas pour cette année. On en parlait déjà au début du Covid, et puis finalement, c'est jamais sorti. Ça n'a pas l'air d'être pour l'année prochaine, peut-être pour l'année suivante. Mais bon, peut-être d'ici là, la pandémie sera finie. Ouais, il y a Minchuko qui disait que ce serait peut-être en 2023 et pas en 2022, le Touch ID sous l'écran. Donc, on l'a vu arriver sur les iPad Air, on les avait arrivés sur l'iPad mini, c'est assez étonnant. Donc ils pourraient le mettre sur le côté. On sait quand même Apple, mais en général, Laurent, n'aime pas multiplier les usages. Ils veulent une entrée unique à chaque fois. Hein. C'est-à-dire, on s'identifie avec le visage, avec le doigt, mais pas les deux. Le problème, c'est que tu ouvres plein de portes, quoi. Tu vois, à chaque fois que tu fais ça, non, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il n'est pas mis vu la taille de l'encoche, qu'il n'est pas mis sur le MacBook Pro. Tu vois, là, tu te serais dit, il y a un vrai intérêt. Tu parles de Face ID. Face ID. Mais du coup, je pense qu'ils vont pas arrêter Face ID, d'autant plus qu'ils ont un vrai avantage concurrentiel. Moi, j'ai testé, j'ai tous mes potes qui ont des téléphones où il y a un Face ID-like. C'est naze, quoi. Ouais. Là, il ne s'agit pas d'arrêter Face ID. Hein. Non, je sais, ça serait... Mais arriver à réduire le Face ID à un seul œilleton... Il y a deux choses dont tu as parlé. La première, c'est la réduction de l'encoche, voire la suppression de l'encoche. Ça veut dire qu'il resterait quand même potentiellement le trou de la caméra. Bah oui. Même si on a vu sur certains modèles en fait, ils affichaient l'écran et au moment de prendre la photo, ils enlevaient l'affichage et du coup la photo se prenait à travers l'écran. Ça, c'est quelque chose que je ne sais plus qui c'est quel Android a fait ça. C'est le cas. Ça, ouais. Mais aujourd'hui, encore une fois, attention, le Face ID ne fonctionne pas qu'avec la caméra. Je crois même que la caméra est minime dans le. Oui, c'est bourré de composants. C'est ça. Notamment. À l'époque, c'est une marque française, c'est une boîte française qui faisait ça. Oui, il y a un capteur laser, il y a un équivalent d'un. Enfin, il y a plein de choses à l'intérieur. Ça marche super bien. Donc les rumeurs disent, alors c'est quoi la grande tendance de l'iPhone 14 tendance, Olivier, c'est qu'Apple miserait encore tout sur la photo, quoi. Et donc l'analyste Michuko a dit que l'iPhone 14 aura un capteur grand angle de 48 mégapixels contre 12 aujourd'hui pour l'iPhone 13. Donc ça, c'est un vrai changement. Quand même. Apple, c'est toujours resté bloqué à 12. Mais là, il passerait, enfin. Et là, ça ne concernerait que les 14 Pro et les 14 Pro Max. Et c'est une petite révolution donc pour Apple, bien sûr, parce que depuis des années, ils ne lançaient pas la course aux pixels. Et espéraient qu'on pouvait, ça pouvait nous contenter. Il y avait des bons résultats, bien évidemment. On l'a vu cette année. Voilà, par exemple, parce que je trouve quand même qu'on a quand même, avec le cinématique en particulier, quelque chose vraiment de totalement nouveau. On peut espérer donc aussi un zoom. Un zoom périscopique. On l'annonce depuis des années, ce zoom périscopique. Oui, c'est depuis 4 ou 5 ans qu'on a sur les Huawei et sur les Samsung un petit peu aussi. Donc là, peut-être on va l'avoir enfin. Et voilà, donc c'est tout. Non, après, je ne sais pas si Laurent veut rajouter des choses sur la photo, mais s'il a fait de très belles photos de Corse. C'est vrai. Vraiment. Non, alors juste. T'aurais dû mettre shot en iPhone sur les trucs parce que comme ça au moins peut-être on va les voir sur. Tu as fait des photos de nuit, effectivement. En fait, j'ai fait des photos de nuit. Je me suis surpris en fait. J'ai fait une photo de rivière de nuit. Il était 18h. C'était presque la nuit noire en Corse. Hein, Pendant les fêtes de Noël. Ouais. Et j'ai pris une rivière et quand j'ai vu le résultat. À l'œil nu, je voyais rien, quoi. J'étais dans l'ombre. J'ai juste pris parce que l'endroit le résultat de la photo est vraiment hyper clair, hyper.
Un truc, donc je l'ai publié sur mon Instagram. Alors, il y aurait quand même quelques changements l'année prochaine, mais des changements plus d'ordre marketing et d'ordre de gamme. Didier, c'est l'arrivée d'une nouvelle famille d'iPhone, l'abandon du mini, l'arrivée d'un Max. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Mais le mini, ça fait un petit moment qu'on se dit qu'il va s'en aller. Alors, est-ce que c'était cette année le dernier ? Est-ce que c'est l'année prochaine ? On ne le sait pas. Après, le mini, tu vois, on avait vu ce qui s'est passé, c'est qu'il avait pris la place de l'entrée de gamme. Du coup, finalement, l'iPhone normal a augmenté de prix. Donc, enfin, tu vois, ils essayent toujours de repositionner par rapport au prix. Donc, si on enlève le mini, finalement, l'iPhone 14, enfin, quel que soit son nom, ou 13, enfin 14, oui, l'année prochaine, reprendra finalement sa place originelle. Du coup, s'ils veulent garder 4 modèles, ils peuvent encore faire un iPhone encore plus gros, éventuellement, tu vois, qui soit plus à la hauteur, je dirais, des modèles Android aussi. Ça pourrait être assez intéressant. Moi, je suis un peu comme Stéphane, qui aime bien aussi les grands écrans. Et je dirais pas non à quelque chose d'encore plus. En fait, là, tu sais, on parlait de photos tout à l'heure, passer à 48 mégapixels. Ça apporte aussi de la 8K. Et la 8K, si tu veux un peu en profiter, il faut quand même un écran un peu grand pour voir. Effectivement, pour pouvoir zoomer dessus, etc. Donc, je pense que ça peut être aussi un vrai appareil à filmer. Il y a Red et tout qui a essayé de faire vraiment des caméras phones, tu vois. Ils ne sont pas trop bien arrivés, ça n'a pas bien marché. Mais Apple a toutes les capacités pour faire ça. Donc, plus tu as un gros appareil, plus tu peux le faire un peu plus épais, mettre des capteurs un peu plus gros et tout. Donc, ça pourrait être intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent si Canon fusionnait avec Apple, on va avoir des réflexes incroyables. Canon a fait une méga annonce, t'as vu, Didier ? Cette semaine. Non, j'ai pas vu. Ah, t'as pas vu ? Ah bah non, mais je crois qu'ils arrêtent un peu certains boîtiers. Ah oui. Ah oui. Oui, ils arrêtent les réflexes, les appareils avec miroir. Ouais. Miroir. Putain. Donc maintenant, c'est des hybrides qui. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a plus. Je connais un de nos réalisateurs qui est en deuil ce soir. Hein, bah oui. Ouais, mais c'est pas très grave parce que les écrans sont vraiment de bonne qualité maintenant. Enfin, bon, il y a toujours des gens pour regretter tout, mais on est arrivé à un niveau où, bon, je pense qu'on va pas tant les regretter. D'ailleurs, tu vois, sur les mariages, sur tout un tas de trucs, maintenant, les gens, ils ont plus du tout de réflexes, ils ont plus que des hybrides. Hein. C'est vrai. Et pour revenir à cette idée de Max, donc ce serait de permettre à une gamme un peu plus grand public d'avoir un grand écran sans aller vers le 8K. Donc, il y aurait un iPhone 14 Max en plus de l'iPhone 14 Pro Max. Donc il y aurait 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max. Et surtout peut-être un Max à moins de 1000 euros, 1000 $. On verra si la taxe Apple va tomber également de ce côté-là. Et pour conclure sur la gamme des iPhone millésime 2022, une version 5G de l'iPhone SE, s'il vous plaît, serait attendue au premier semestre, à suivre également. Voilà, donc on verra si on pourra avoir un iPhone 5G pour pas trop cher. Revenons au design des iPhone 14. Selon Mark Gurman également, un nouveau design très attendu, mais pas de piste vraiment pointue pour le moment, les amis. Qu'est-ce qu'on peut penser que la petite excroissance là va disparaître. Il y en a qui disent que l'excroissance va disparaître, ce qui soit dit en passant, serait quand même une sacrée prouesse parce que s'ils augmentent la taille du capteur et qui monte jusqu'à 48 millions de pixels, tu vois, je sais pas, moi je suis sceptique là, mais bon, c'est ce qui se dit. Il y a un autre truc, par contre, moi je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui la gamme Apple, elle est faite en aluminium et du verre. Oui, aluminium et verre. Mais tu prends tout, c'est-à-dire que tu prends le MacBook Air, l'iMac, c'est une coque extrudée en aluminium. Le titane pourrait faire son arrivée. Ouais. Alors, il y a une montre, ils ont l'expérience avec la montre. Donc, il y a le feu pour Airbook Titanium, mais c'est pas une belle expérience. C'est pas du vrai. C'est JP Morgan qui annonce ça. Et donc, du coup, ça serait. Alors, après, par contre, ils annoncent ça en juillet. C'est là où je pense que. Je pense qu'ils sont un peu plantés sur les. Ils ont leur boule de cristal, c'est un peu voilé. Sous le capot, pas de surprise, une puce A16, ce serait la logique, ce serait toujours du 5 nanomètres, mais quand même un procédé amélioré de fabrication de la part de TSMC, le fondeur taïwanais. En NP4, le modem serait toujours un modèle Qualcomm, mais il permettrait d'aller jusqu'à 10 gigas. Alors, les réseaux sont loin d'être à ce niveau-là. Et cette puce permettrait, c'est une rumeur qui revient, qu'on permettrait des connexions satellitaires. Bien sûr. Demande à voir. J'aimerais bien voir la tête des téléphones. On a entendu dans les rumeurs aussi que Apple se posait la question de faire son propre modem. Ouais. Non, mais ça, c'est pas une rumeur. Ils le font.
Ce que je veux dire, c'est là, ça reste toujours du Qualcomm. On ne sait pas si ça sortira là ou pas, quoi. Ouais. Wi-Fi 6E, donc ce serait la tendance logique puisque ça y est, ça débarque. On voit notamment chez Netgear et chez les principaux concurrents l'arrivée des modèles de routeurs Wi-Fi 6E, notamment pour les objets connectés. Et plus étonnant, c'est l'arrivée. Didier et Stéphane, Apple se dirait enfin à gaver ces téléphones qui étaient très contenus en termes de mémoire interne, de mémoire vive. Hein. On était limité à 6 gigas, là, ils ouvriraient les vannes cette année. Peut-être 8 gigas. Une raison. Hein. Bah oui, c'est pour prendre des vidéos en 8K. Hein. Je pense que là, on en aura bien besoin. Bon, et ce qui attend moi, ce que j'attends vraiment, c'est ce que j'ai encore un point Lightning. Malgré la pression de l'Union européenne, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné, mais ça serait quand même vraiment dommage qu'ils ne profitent pas de cette occasion, ou alors ils veulent faire le pied de nez à tout le monde, et là, ils suppriment. C'est la tendance, hein, en fait, sur le long terme. Ouais, là, ils suppriment les ports, et en gros, on serait en sans fil à chaque fois. Quoi. Indira F sur Twitter, une question. Bonne année à toute l'équipe. Bonne année à vous. Est-ce qu'Apple va oser faire des iPhones sans carte SIM, comme ils disent certaines rumeurs, Stéphane Dibi? C'est ça. Ça paraît être la grande tendance également, mais il faudra que tous les opérateurs suivent. Je peux juste dire qu'il y a parfois quelques incompatibilités, puisque maintenant, on a un peu de recul, parce que sur l'iPhone 13 Pro Max, nous avons la possibilité de mettre 2 eSIM et une carte physique, sauf qu'on peut mettre que 2 lignes actives. Donc on peut pas... On peut avoir 3 lignes. 3 lignes. Donc quel est l'intérêt d'Apple de court-circuiter la carte physique et les opérateurs? Alors, 2 choses. La première, c'est que la carte SIM, c'est la préhistoire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'était 2 choses pour l'opérateur. La première, c'était une manière, parce que tu pouvais mettre un petit peu de programme dans la carte SIM, mais à une époque, on stockait 20 contacts, hein, puis 40 contacts. Hein. Aujourd'hui, c'est passé d'un téléphone à l'autre, tu gardais tes contacts. Mais tu avais un seul numéro, hein, tu n'avais pas 5 numéros. Hein. Ouais. Donc, c'est la préhistoire du téléphone. Mais surtout, sur la dimension physique, donne l'impression à l'opérateur qu'il donne une vraie ligne. Non. Et surtout ça matérialise la présence. D'accord. La virtualisation, ils ont tous peur. Et d'ailleurs, je te donne un exemple en France. Hein. Chez Free, tu ne peux pas avoir de eSIM sur des abonnements existants. Sur un nouvel abonnement, tu peux pas convertir. Ah ouais, tu peux pas convertir. Non. Ouais. Donc, si tu as un nouvel arrivant, tu dis je le vends en eSIM, ils te disent OK, parce qu'ils se disent bon, c'est quelqu'un qui a une SIM physique. Peut-être que si je lui donne une eSIM, il va se rendre compte que c'est bien, et puis ensuite il va devenir client. Mais si tu as une SIM, on a les opérateurs sont mentalement de la préhistoire, hein, c'est des vieux, hein, et donc du coup ils pensent que tu vas... Non, aujourd'hui pour moi la SIM ne devrait plus exister, c'est une merde la SIM, ça sert à rien. Aujourd'hui bien sûr les opérateurs la sécurité, le machin, on s'en fout, et surtout c'est une cause le premier problème de fuite d'eau dans les téléphones, c'est la carte, le tiroir de la SIM. Si je ne connais pas bien, et les opérateurs, ils s'en foutent. Ils préfèrent je suis là, je suis présent, je suis dans le téléphone. Il y a un intérêt pour le consommateur parce qu'il y aurait moins de Pour le consommateur, c'est génial. L'intérêt au final d'Apple, ils veulent. Pourquoi ça leur permettrait d'être un terme opérateur mobile? Non, t'imagines la place que tu gagnes. Tout simplement. C'est énorme. T'imagines cette tirette en métal qui rentre dedans. Non, mais surtout, l'épaisseur pour faire les contacts et tout. Tu te rappelles au début quand même, quand ils sont arrivés avec ces trucs-là, après tout le monde a suivi quand même. Et surtout, rappelez-vous une chose. Moi, je me rappelle, je l'ai retrouvé l'autre jour, pas le micro-tac, le macro-tac, donc le Motorola, tu glissais une carte... Non, mais c'était pas... StarTAC. Non, avant. C'est pas grave, avec la paix, mais il se pillait. La carte en entier. En entier, c'était une carte format, c'était une carte... Télécarte. Format carte de crédit. Ouais. Ok, donc la première carte. Ensuite, on est passé à ce qu'on appelle la carte SIM. À la SIM. Ouais. Le téléphone avait cette. Oui. Et tu glissais entre la batterie, et le téléphone. Okay. Ensuite, on est parti à la SIM. Après, on est passé à la micro SIM. Ensuite, on est passé à la nano SIM. On est à la nano SIM qui est juste la taille du truc. Il faut la supprimer, quoi. Et quand tu as été un des premiers à utiliser la dimension virtuelle. La eSIM. Là, ici, mais quand tu as utilisé, c'est génial, quoi. J'ai eu des problèmes, hein, je peux vous dire. Mais moi aussi, j'ai des problèmes. Mais quand ça fonctionne, c'est génial. C'est vrai quand ça fonctionne. Facilement passer d'un opérateur à l'autre. Mais c'est pas passer d'un opérateur. Non, c'est même pas ça. Imaginez, vous savez, qu'en 2023, avec la Coupe du Monde de rugby, et en 2024, avec les Jeux Olympiques, on va avoir des gens qui vont arriver à Paris. Imaginez, il y a du Wi-Fi qui arrive. Hop, ils vont voir tout un tas d'opérateurs qui vont proposer des eSIM peut-être disponibles. Et hop, boum, il y aura juste à activer quoi que ce soit. Et sans aller en magasin. Sans aller en magasin. C'est pas toujours le
cas. Hein. Et c'est ça qui va être intéressant. Imaginez, marketingment parlant, ce qu'on pourra faire avec ça. Et c'est là où les opérateurs, je les trouve d'un combat d'arrière-garde d'un autre temps. Parce qu'au contraire, ils devraient aller. Il y a des trucs de sécurité. Parce que quand tu rentres dans un truc virtuel, automatiquement, tu auras des arnaques qui vont être dessus. Bon, en tout état de cause. Et c'est ça qui est aussi difficile. Il faut se mettre à la place des opérateurs. Okay. Quand tu arrives aux États-Unis, tu peux choisir plein d'opérateurs. Et c'est par exemple, moi je le fais souvent sur mon iPad. Tu peux acheter, donc tu te connectes. Et tu as une connexion qui fonctionne à un minima pour pouvoir choisir l'opérateur. Et tu dis, tiens, celui-là, il me propose quelques gigas pour quelques dollars. Tu actives et ton truc, il est activé immédiatement. Imagine, tu changes de... Tu sors de l'avion, tu as déjà... Mais ouais, c'est... On enchaîne et on conclut sur l'iPhone avec cette réaction de Douaned 17 sur Twitter. J'attends depuis tellement longtemps les lunettes AR augmentées réalité depuis l'utilisation du casque PlayStation VR. J'y crois avec son utilisation intuitive. J'ai pu faire des tests avec ma famille, des jeux vidéo facilement. Je crois au VR AR. Je propose qu'on consacre quasiment le dernier chapitre. Il y en a encore un derrière, on est un peu en retard ce soir. Justement à ce casque de réalité augmentée d'Apple. Alors ça fait pas mal de temps qu'Apple travaille sur la réalité augmentée avec ARKit. On entend parler de plus en plus, on l'a dit ces dernières semaines, de futures lunettes de réalité augmentée d'Apple. On l'entendait depuis plusieurs années, puis là le ton change. C'est soit les lunettes, soit carrément un masque, Apple Mask ou Apple Glasses, voire même un casque mixte. Ça, Didier, tu l'as dit en préambule, tu étais pendant le busomètre assez perplexe, mais c'est nouveau. On n'est plus sur un casque de réalité augmentée, on n'est pas sur un casque réalité comme on le voit là. Je crois que c'est un Oculus. On n'est pas sur un casque de réalité de AR. On est au milieu. Ça veut dire quoi concrètement, Didier? Et au-delà, on sait très bien qu'on voit tout l'engouement médiatique et le positionnement aujourd'hui de Facebook autour de Meta, du métaverse. Apple ne peut pas laisser faire. Je ne sais pas. En fait, même les rumeurs ne savent pas, parce que quand tu lis les rumeurs, on te parle d'AR, de VR, comme si tout était pareil, en fait. Alors qu'aujourd'hui, les usages sont quand même assez segmentés. La réalité augmentée, ça existe déjà. Microsoft fait des choses super chez les pros. Tu as les gamers avec leur casque de gamer. Il y avait l'ancêtre, les Google Glass et tout, qui perdurent un petit peu sous différentes formes aussi. Et finalement, le grand public, lui, la VR, on l'a vu, il y a des salles de VR, tu sais, un petit peu comme les laser games. Il y a effectivement le PlayStation VR, ils en ont vendu quand même un petit peu, mais statistiquement, ça reste encore ultra marginal. Et en plus, c'est sur des plateformes de jeux. Donc, je dirais l'endroit rêvé pour faire de la VR, c'est vraiment taillé pour ça. Ouais. Et Apple n'a pas de jeux, ou très peu. Apple Arcade, c'est pas des jeux de VR, tu vois. Ils n'ont pas créé un écosystème comme ça. Ils n'ont pas racheté de studio récemment. Donc, il reste les pros, il reste le grand public pour ces lunettes en réalité augmentée. Et du coup, on a du mal quand même à voir la vision, entre guillemets, de Tim Cook, si vraiment il en a une, ou est-ce qu'il tâte un petit peu partout avec des produits qui testent dans tous les coins, et puis du coup, les sites de rumeurs, ça colle. On est prêt, voilà. On ne sort pas. Comme pour la voiture d'Apple. Ils font des accessoires qui seront connectables à d'autres univers, mais j'y crois pas non plus, parce qu'Apple, c'est pas vraiment leur tasse de thé. Tu vois, tu pourrais avoir un super casque virtuel, puis qui marcherait avec le métavers de Facebook. Mais là encore, ça paraît très peu probable. Donc moi, la seule chose qui me semble possible là-dedans, c'est effectivement plutôt de remplacer l'iPhone par des lunettes. Je vous renvoie vraiment à la TF1, j'ai été vraiment surpris, parce qu'ils ont vraiment des super capacités maintenant pour créer des choses en 3D. Et c'est Yannick Ezard, je crois, qui a fait ça dure quelques minutes, et il te montre ce que sera le futur avec tes lunettes. On l'avait déjà vu un peu avec les Google Glass. Et c'est vrai que tu te dis, avec ça, en fait, j'ai plus trop besoin d'iPhone, pour beaucoup de choses. Et ça pourrait être dans la suite logique de l'iPhone. Donc là, pourquoi pas? Justement, alors ce qui est intéressant, Didier, c'est important que tu le précises, c'est que c'est plutôt ça la vision d'Apple sur le long terme. Le problème, c'est qu'on le disait en préambule tout à l'heure, Stéphane, c'est que Apple se heurte à un mur technologique. Aujourd'hui, c'est pas possible sur des lunettes comme celle-là d'intégrer de l'électronique, des batteries, des haut-parleurs, des caméras, des écrans de réalité augmentée, et de rendre un produit non agressif, parce que souvenez-vous des Google Glasses, les gens voulaient pas que les gens rentrent dans les magasins quand ils portaient ça, parce qu'ils sont agressés. C'était interdit. Donc, et au-delà, on sait que Apple n'adhère pas à la vision d'un Facebook, d'un monde totalement virtuel où quelqu'un est immergé et peut devenir
moi c'est ce qui me fait un peu peur, mais c'est peut-être mon côté, je commence à vieillir un peu trop, prisonnier d'un monde virtuel. Il n'empêche, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Et il semblerait que la rumeur dise, on va faire un objet hybride, à la fois virtuel et réel. Ce ne serait pas du métaverse, ce serait plus lié à des jeux, de la consommation de médias, Apple TV+, sur un écran, pourquoi pas, la communication sur FaceTime. Ton sentiment, Stéphane? Alors, non, mais déjà, c'est sûr que par rapport à ce qui a été produit et ce que Apple a pu réaliser, ça paraît quand même vraiment quelque chose d'hors norme. Je ne sais pas, je me souviens, on faisait encore à l'école 42 cette émission de Noël, et il y avait une marque qui s'appelait Royal, qui avait fait des lunettes qui valaient 800 et quelques dollars de mémoire. Et en fait, c'était des lunettes où on était complètement en immersion, où on avait quasiment comme un studio, comme une salle de cinéma, avec une immersion totale. C'était dédié qu'à ça. Et franchement, et j'étais en train de me dire, mais bon, ils avaient fait un truc un peu doré et tout, c'était pas très joli et tout. Et je dis, mais voilà, si par exemple ils ont des séries qui seraient tournées comme ça, des jeux qui pourraient être faits comme ça, que FaceTime serait où on développe le télétravail et on aurait peut-être les gens à côté de nous, on a l'impression, peut-être que ça serait lié à ça et qu'il n'y aurait pas, là, pour le coup, un énorme changement, un énorme gap. Donc une expérience immersive pour des contenus plus classiques, on l'a dit, notamment du contenu vidéo, pour une expérience du cinéma à la maison, mais grâce à un casque, et qui soit l'équivalent des Pro Max de chez Apple, mais pour la vidéo. Ça pourrait éventuellement être un premier point, parce qu'il faut se résoudre aussi. Facebook, pour pas le nommer, donc se lance quand même vraiment presque à corps perdu sur ça, pour transformer Facebook d'ici 2 ans en univers virtuel. Il a changé de nom pour voilà, donc a priori, donc faut pas aussi Apple n'a pas d'œillère quand même à ce point-là, et il sera obligé quand même de suivre un tout petit peu. Donc peut-être que ça peut éventuellement les influencer et éventuellement accélérer la création de ça. Mais après, voilà, je pourrais laisser Laurent évoquer ce qu'a pu sortir Michuko à ce sujet-là. Mais en tout cas, qu'il ne fasse rien, ça serait quand même très, très, très étonnant. Ouais, ce serait donc plutôt, la rumeur dirait un lancement en 2 étapes. D'abord, un casque mixte, AR, VR. Et dans un deuxième temps, de vraies lunettes quand la technologie sera mature. C'est en gros, c'est l'idée. Et ça arriverait vite, ça arriverait très, très vite même. Ouais, on en parle quand même depuis des années. L'idée, encore une fois, c'est qu'il serait déconnecté. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça serait quelque chose qui serait déconnecté. C'est un nouveau appareil, un nouveau device, une nouvelle famille de produits. C'est pas un accessoire. Ni connecté à l'iPhone, ni connecté à l'iPad, ni connecté au Mac. Il serait équipé du coup de 3 écrans. Ouais, c'est précis. Ultra immersif, qui permettrait du coup au casque, via des caméras, de voir son environnement. Donc tu n'es pas déconnecté de ton environnement. Il y a 2 écrans micro LED qui seraient fournis par Sony. Tu vois, on a quand même des infos, et un AMOLED supplémentaire. Ouais. Sony a récemment dévoilé, mais comme par hasard, on a un écran OLED de 4K destiné à la VR, et il aurait été développé pour Apple, tu vois, donc un 4 pouces en 4000 pixels. Donc bon, attention, il faut imaginer que c'est proche. AMOLED pour l'affichage périphérique, tu vois, plus flou, mais du coup, tu vois, alors. Le problème est le prix. Pour l'instant, l'estimation entre AMOLED plus plusieurs milliers de dollars. Ouais, quand on voit le prix des AirPods, on comprend que le casque avec des écrans intégrés va être beaucoup plus cher. Donc en fait, là, on comprend mieux, Didier, que ce serait en fait ce serait un cadre de virtuel, mais on comprend le terme mixte, c'est-à-dire des caméras qui te permettraient d'afficher sur les écrans le monde qui t'entoure, et donc tu ne serais pas enfermé dans un monde virtuel. Ce serait ça la réponse d'Apple provisoirement, en attendant de pouvoir fournir de vraies lunettes. Ouais, est-ce que ça fait rêver quelqu'un, tout ça? Moi, mettre l'expérience de multimédia, l'expérience de home cinéma. Faut pas avoir d'amis, quoi. Non, mais par exemple, les casques VR, c'est abouti aujourd'hui, ils marchent assez bien. Oui. Il y a peu de gens quand même qui en ont. Par contre, moi j'en ai essayé, je pense que vous en avez essayé, c'est super. C'est pas mal. Moi j'en ai à la maison, je les ai essayés, j'ai joué une fois et je l'ai rangé. Mais parce qu'en fait, c'est trop long, quoi. Enfin, il y a encore, faut vraiment, voilà, si tu es dans certains jeux, tu dois poursuivre une quête, etc. Il y a pas mal de choses comme ça. Il y a tout un tas mais ça a pas pris vraiment encore. Parce que c'est un peu comme les lunettes 3D, tu vois. Je pense qu'il y a encore ce côté, il faut mettre des gros objets autour de soi. Tu perds un peu tes repères. Et
je sais pas si Apple est fait pour ça, en fait, fait pour te mettre des trucs vraiment sur la tête comme ça et dire, ah, ça va être génial. En plus, si ça coûte 2000 balles, il faut en avoir 2 ou 3 pour que ce soit rigolo de le faire un peu à plusieurs à la maison, je sais pas. Enfin, j'ai vraiment du mal à percevoir la finalité de ça. C'est cool, hein, on a tous regardé des films dans les Oculus et tout, c'est sympa, il y a une espèce d'immersion au cinéma, mais est-ce que les gens font ça vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui regardent des films avec ça? Je pense pas. Donc il faudrait vraiment que ce qu'apporte Apple soit vraiment au-dessus sur le plan software pour qu'on se dise, ah ouais, vraiment c'est incroyable ce qui se passe. Voilà. Peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose, hein. Peut-être ils sont arrivés à faire des choses assez incroyables. Ce que fait Microsoft avec HoloSense, il y a des gens qui travaillent avec, ça leur facilite leur quotidien, c'est un truc de dingue. Ouais. Mais c'est quand même très spécifique. Et puis, c'est pour un objectif professionnel. Donc, c'est presque des machines-outils, ces trucs-là. Et en clair, on aura une réponse très rapidement parce que cette fois-ci, les leakers en général sont unanimes. Il y aurait un cast mixte cette année. Donc, on aura la réponse dans quelques mois et on verra s'ils ont eu raison. Et puis, c'est vrai que quand on regarde la longue liste d'acquisitions d'Apple dans le domaine de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça a fait tourner la tête depuis des années. Donc, on sait plein. Il y a des dizaines de boîtes. Hein. Voilà. Et puis récemment, ils ont débauché Andrea Schubert, qui est l'ex-responsable de la com. Alors, la com, des RP de Meta, mais ce n'est pas anodin non plus. Annonce possible pour la WWDC. Voilà, c'est les toutes dernières rumeurs. Permettrait de démarrer et inciter les développeurs à se lancer dans ces lunettes pour proposer des programmes. Et après, donc, les lunettes seraient disponibles d'ici fin 2022. À suivre. Question de François SLN pour conclure cette émission. Va-t-on avoir des AirPods Pro 2 et une Apple Car annoncée? Dernier chapitre de cette émission. Sans surprise, Didier, après les AirPods 3 cette année, en octobre dernier, on parle de l'arrivée prochaine des AirPods Pro 2. Tu confirmes? C'était assez logique, sans surprise. Oui, alors en fait, oui et non. Moi, je pense que je ne suis pas sûr que ça arrivera si vite. Peut-être à la fin de l'année, peut-être même l'année encore d'après. Et en fait, ce qui se murmure, c'est ce qui manque aujourd'hui en fait, dans l'écosystème Apple sur la partie sonore, c'est d'avoir du lossless en fait. Et là, il y a des rumeurs qui sortent, qui commencent à dire qu'Apple pourrait... Parce qu'ils sont pleins, c'est rare qu'ils fassent ça, mais ils sont pleins publiquement du Bluetooth, en disant le Bluetooth nous limite trop. Alors, est-ce qu'ils veulent réinventer un système au-delà du Bluetooth? Est-ce qu'ils ont des codecs? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment derrière? Parce qu'ils disent jamais des choses comme ça par hasard. Donc moi, je vois quelque chose quand même d'assez pointu en termes de son, qui pourrait être pour une fois un petit peu novateur. Même l'audio spatial et tout, ils disent ouais, le Bluetooth c'est chiant, il y a trop de latence, etc. Pour les jeux, hein. Quand tu joues sur le mobile, tu as un peu de latence aussi. Donc ils ont besoin de ça. Donc est-ce qu'ils savent des choses sur un futur Bluetooth? Tu vois, je sais pas. Mais moi je verrais plutôt ça comme nouveauté au niveau des AirPods Pro 2, parce que pour le reste, c'est quand même des produits qui remplissent leur fonction. Hein. Ils peuvent rajouter de l'autonomie, de la qualité sonore et tout, mais bon, est-ce qu'on peut encore innover dans le monde des écouteurs une fois que tu appelles Siri, peut-être la qualité des appels éventuellement? Oui, et c'est encore une fois, ça c'est propre au Bluetooth, qui est les toutes premières versions, qui n'a pas évolué depuis des années, qui offre une qualité de conversation dramatique. Ça n'a jamais été fait pour le son, en fait, le Bluetooth. C'est aberrant, parce que ça fait longtemps qu'on sait faire de l'audio sans perte, sans fil, hein, avec pas de latence. Enfin, les musiciens, ils connaissent ça depuis des années. Ouais. Donc ça existe. Ou même nos micros ici en plateau, hein, tout simplement. Voilà, mais par contre, le Bluetooth, c'est de la consommation réduite, c'est tout un tas de trucs, ça sert à beaucoup de choses. Donc dernier chantier pour 2022 d'Apple, briser le mur du son, briser le mur du physique de la compression du Bluetooth. C'était donc le dernier chapitre de cette émission. On enchaîne, allez, par ce qui conclut d'ordinaire nos émissions, les premiers coups de cœur de l'année 2022. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Stéphane. Alors, à ma grande surprise, pendant les fêtes, ça fait longtemps que j'ai pas fait de coup de cœur dans Refait le Mac, je ne sais plus le dernier que j'avais fait. Et en fait, j'ai repensé au documentaire qui m'a le plus plu ces derniers temps, ou à la série qui m'a le plus plu dernièrement. Et c'est en fait le documentaire d'Orelsan, qui est sur Prime Video, qui s'appelle « Ne montre jamais ça à personne ». Ouais. En fait, c'est au tout début. Et en fait, c'est sûrement l'artiste qui a le plus de contenu vidéo autour de lui, sa montée parce que c'est son frère qui a fait ce documentaire-là. Il avait reçu une caméra genre d'un Noël ou un anniversaire et il a tourné ça. Et je ne connaissais pas trop. Je connaissais comme ça, quoi, une ou deux chansons. Et en fait, le personnage, tout est assez étonnant et c'est vraiment très bien fait. On passe un excellent moment sur Amazon Prime Video. Voilà. Il n'y a pas que de foot là-bas. Merci Stéphane. Laurent?
Alors moi, je sais pas si vous le savez, j'ai quelques passions, hein, quelques lubies. Oui, ça. Et Tu m'as fait arrêter au milieu du périphérique pour aller flasher un invader. Tout à fait. De ma vie. Et donc, du coup, j'ai la chance, il y a très très longtemps, au début des années 2000, j'ai découvert ces mosaïques dans Paris. La première que j'ai vue, j'étais dans le 16e, je trouvais ça génial. Et puis un jour, en discutant avec un ami, il me dit, mais attends, je le connais. Et donc, il m'a permis de rencontrer l'artiste, un mec génial, jeune, hein, il est un peu à peine plus âgé que toi. Ouais. Et en fait, il a envahi le monde avec des mosaïques. Et surtout, il a inspiré, ce qui me plaît, c'est qu'il a inspiré beaucoup d'autres artistes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres artistes dans le street art qui ont pris l'inspiration sur Invader. Et aujourd'hui, il s'est passé deux choses récemment. Donc, le 31 décembre, il a posé sa 4 millième pièce. Il a posé à Potosi, en Bolivie, à 4000 mètres d'altitude. Donc, 4 millième pièce à 4000 mètres d'altitude. Et surtout, il a lancé une application, c'est ça que je trouve assez génial, en 2014, pour flasher les invaders. Donc, en fait, c'est un jeu où tu ne gagnes rien. Tu flashes, tu marques des points et tu as un classement. Donc là, tu fais une photo Tu fais une photo de l'œuvre, tu dois être sur place. Ouais, c'est hyper bien pensé. Hein. L'équipe qui a fait l'appli, tu ne peux pas filer le téléphone à quelqu'un d'autre, sinon ton compte est bloqué pendant un mois. Pour pas que tu files ton login à quelqu'un à l'autre bout de la planète et qu'il te le flash pour toi. L'idée, c'est que tu le fasses toi, que tu y ailles. Il y a plein de gens qui trichent, comme toujours. Hein, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner. Alors, attention, hein, la compétition, le top 100, ils sont irrattrapables, les gars. Hein. C'est quelque chose de. Mais il n'y a rien à gagner. Et surtout, les deux chiffres. Le premier, c'est que les 80 villes envahies. La 80e ville, c'était Potosi, pour le 4 millième Invader. Et la deuxième chose, c'est qu'on a franchi les 200 000 flashers il y a quelques jours. Et je me dis, pendant le confinement, moi, c'était lors de ma sortie journalière, je prenais mon vélo et j'allais flasher Paris. Alors bon, à mon grand désespoir, j'ai flashé tout Paris, il m'en manque 4. Et dans Paris, il m'en reste 2 ou 3 à Versailles. Et maintenant, il me reste le reste du monde. En 2005, on a eu la chance, avec une amie, de le faire venir à Bastia. Ouais. Il est venu envahir la ville de Bastia. Donc, il y a 32 invaders à Bastia. Il y en a 2 qui ont été détruits. Il y en a qui ont été réactivés. Mais c'est un monde génial, franchement. Et ça permet de lever les yeux. Ça permet de sortir de l'écran de son ordinateur. Pas forcément de l'écran de son téléphone. Mais quand on est dans la rue, on lève les yeux, on voit, on dit « Ah, est-ce que ça, c'est… » Et on découvre plein d'autres street artistes. C'est l'inverse de Facebook. On n'émerge pas le réel dans le virtuel. Exactement. C'est l'opposé. Qui envahit exactement. C'est exactement ça. Merci, c'est une merveille ce que tu viens de dire. J'ai pas fait. Est-ce qu'il est poète? C'est du talent pur, hein, Didier. Quel est ton coup de cœur? C'est ton premier coup de cœur de l'année, Didier. Ouais, j'en ai 2 petits, mais moi, ça va être un petit peu moins poétique et plus pragmatique, plus technologique. Le premier, c'est, on en parlera sûrement la semaine prochaine, mais au CES, là, BMW a montré une voiture qui change de couleur. Ouais. Et le plus drôle, c'est que ça utilise de l'encre numérique, de l'e-ink. Et c'est incroyable, c'est en un quart de seconde. En plus, ça peut te faire des formes sur la carrosserie. Enfin, c'est trop drôle. Enfin, c'est drôle, c'est génial parce que tu peux te dire, tiens, je peux changer le look de ma voiture comme ça. Je recherche une BMW rouge et enfin, elle est grise à la fin de l'autoroute. Donc, juste pour rire, Didier, ma femme veut changer de voiture et elle veut une voiture ou noire ou gris foncé. Moi, je la veux blanche parce que je l'ai testée en blanc. Ça s'appelle Blanc Space dans la marque. Et en fait, c'est un gris mais qui est magnifique. Moi, je la veux blanc, elle la veut grise. Elle va gagner. Hein. Mais quand j'ai vu la vidéo, je lui ai envoyé en disant j'ai trouvé la solution au problème. À mon avis, ça va pas arriver tout de suite, hein, Didier. Mais ouais, non, c'est pas encore. Mais bon, la technologie n'est pas si complexe, donc peut-être que ça pourrait arriver quand même. Par contre, ils ont pas devient une réalité. Voilà. Et mon deuxième coup de cœur, alors je fais vite, mais j'ai testé des chargeurs qu'on appelle GaN au nitrure de gallium. Ouais. En fait, on aimerait bien qu'Apple mette ça maintenant dans les chargeurs. Ça permet de faire des chargeurs compacts avec des grosses puissances. Et du coup, là, tu as des chargeurs maintenant qui sortent qui peuvent gérer 100 watts. Donc, il faut fournir un MacBook Pro 16 pouces. Et puis, tu peux brancher aussi ton iPad dessus. Il y a plein de ports, il y a 4 ou 5 ports dessus. Et c'est assez pratique, c'est tout petit. Donc, en fait, en plus, il valent à peu près le prix, enfin, un peu même moins cher que celui d'Apple. Donc, c'est un bon compromis. Par contre, attention, parce qu'il y en a, ils te donnent 100 watts, mais sur plusieurs ports en même temps, donc pas forcément sur un port. Donc, on en a testé là cette semaine pour aller voir la vidéo. Mais c'est intéressant ces chargeurs, parce que vraiment, je pense que Apple pourrait faire des chargeurs beaucoup plus intéressants à transporter. Parce qu'aujourd'hui, ils sont encore un peu massifs. Merci beaucoup, Didier. De mon côté, c'est plus terre à terre également. C'est une serrure connectée. On devait vous la présenter lors de l'émission avant le Noël sur la maison connectée, mais le produit est arrivé en retard. C'est une serrure connectée signée d'une boîte allemande qui s'appelle Homematic. On voulait également
testez plutôt le modèle compatible HomeKit que tu connais bien. Quelle est la marque, rappelle-moi? Nuki, que j'adore. Qui est en rupture de stock. Donc on s'est dit, tiens, on va tester Homematic IP, qui a un mécanisme de serrure. C'est exactement le même principe que Nuki, qui s'adapte à votre rouleau. C'est comme ça qu'on l'appelle Le cylindre. Le cylindre, hein, ça se pose en 5 minutes. Il y a quand même des choses à respecter. C'est vraiment pas mal. Moi, je le teste en ce moment. Je trouve ça très rigolo pour déverrouiller et verrouiller son téléphone. Avec son téléphone, sa porte principale. Hein, ouvrir l'accès à des amis quand vous êtes absent, à une femme de ménage éventuellement, ou tout simplement aux enfants quand vous n'êtes pas chez vous. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a même une petite télécommande que vous mettez que vous pouvez amener avec vous et pouvoir ouvrir à distance comme un porte-clés. Ça vous évite de chercher vos clés. Ça s'appelle Homematic IP. Le seul défaut, c'est que c'est pas HomeKit. Voilà, c'est un gros défaut. Tu sais, Olivier, que c'est de plus en plus dans les Airbnb, dans ça. Ouais. Ah oui. Oui, c'est logique. Ouais, parce qu'en plus, ils peuvent les programmer à distance, c'est-à-dire qu'ils peuvent te mettre les horaires, tu sais, check-in, check-out. Et il faut faire gaffe parce que comme c'est des heures fixes, c'est plus comme avant où tu pouvais déposer les clés et tout 5 minutes après. Tu restes enfermé. Mais si tu laisses le gamin dans l'appart, il peut se retrouver enfermé, quoi. Alors que toi, t'es en train de. Et ça m'est arrivé il y a pas très longtemps de me retrouver bloqué comme. Bon, tu peux toujours appeler le mec derrière. Mais du coup, c'est rigolo comme serrure parce que c'est vraiment. On en rêvait en fait de ça. Ouais. Maintenant, Donc, ça marche. c'est la serrure connectée Homematic IP de la marque éponyme Homematic, c'est allemand. Et c'est donc une alternative à Nuki, même si c'est un peu plus cher et ça nécessite un pont pour que ça fonctionne. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Refait le Mac, le premier de la saison, de l'année plutôt. Merci de l'avoir suivi, mais aussi encore, les amis, pour d'être présents à mes côtés pour cette nouvelle année. Encore nos meilleurs vœux pour 2022. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va s'intéresser, si tout va bien, au CES, un bilan du CES Las Vegas 2022. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce, cela fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.